Elle m'a envoyé un texto disant « Je ne peux pas sortir avec un loser au chômage » et m'a largué le jour même de mon licenciement. Elle ignorait que j'avais touché une indemnité de départ de 200 000 € et qu'un meilleur poste m'attendait. 6 semaines plus tard, en voyant ma nouvelle voiture, elle m'a écrit « Je crois aux secondes chances ». Ma réponse l'a anéanti. Moi, homme de 32 ans, j'ai reçu cet appel à 10 h, un jeudi. Le directeur des opérations voulait me voir. Ce n'est jamais bon signe. Je suis entré dans la salle de conférence, et les ressources humaines étaient là. C'est à ce moment-là que j'ai compris que nous faisions face à une restructuration. Votre poste est supprimé. Aujourd'hui est votre dernier jour. 8 ans dans l'entreprise, balayés d'un coup. Mais voici la vérité, je l'avais vu venir. Pas le moment exact, bien sûr, mais les signes étaient évidents depuis des mois. Notre département perdait des contrats, les budgets étaient serrés, et mon supérieur direct avait déjà quitté le navire 2 mois plus tôt. J'avais discrètement mis à jour mon CV, développé mon réseau, et passé des entretiens. En fait, j'avais même une offre verbale d'un concurrent, pour un poste de cadre supérieur. Un meilleur titre, une augmentation de salaire de 35%, et de meilleurs avantages. J'attendais simplement de recevoir la lettre d'offre officielle, avant de poser ma démission. Bref, l'indemnité de départ était hallucinante. La politique de l'entreprise prévoyait 2 semaines par année d'ancienneté, mais il l'avait augmentée car il supprimait plusieurs postes de direction, et voulait éviter les poursuites. J'ai reçu 16 semaines de salaire, plus le paiement de mes congés non pris. Cela revenait à un peu plus de 200 000 €, après impôt. En plus de cela, il couvrait mon assurance santé pendant 6 mois. Je suis sorti de ce bâtiment à midi, avec un carton contenant mes affaires, et un accord de départ à relire. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma petite amie de 28 ans. Nous étions ensemble depuis 18 mois, et nous parlions d'emménager ensemble prochainement. Et, tu es libre? Il faut que je te parle de quelque chose. Je déjeune avec ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? J'ai été licencié ce matin. Un silence a suivi. Tu es sérieux, là? Ouais, c'est dur, mais je t'expliquerai quand on se verra. Je ne peux pas faire ça. Sa voix est devenue glaciale. Faire quoi? Je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas sa vie en ordre. J'ai besoin de stabilité, d'un partenaire capable de subvenir à mes besoins. J'ai carrément ri. Bébé, c'est un licenciement, ça arrive. J'ai des économies, et... Arrête. Arrête tout de suite. De toute façon, j'y réfléchissais déjà. Tu n'es pas là où j'ai besoin que tu sois. Je veux une maison, des enfants, de la sécurité, pas quelqu'un qui recommence à 0 à 32 ans. Recommencer à 0? Mais non, je romps avec toi. J'ai besoin de quelqu'un de bien établi, de quelqu'un qui réussit. Pas, elle a fait une pause. Pas d'un loser au chômage. Ça a fait mal. Waouh. Très bien, alors. Ce n'est rien de personnel. Je ne peux juste pas perdre plus de temps avec quelqu'un avec qui ça pourrait ne pas marcher. Bonne chance pour la suite. Elle a raccroché. Je suis resté dans ma voiture, garé dans le parking souterrain pendant 10 minutes, juste pour assimiler la situation. La femme avec qui j'avais passé 18 mois, dont j'avais rencontré la famille, et avec qui j'envisageais un avenir, avait disparu en 3 minutes, simplement parce que j'avais perdu mon emploi. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais même pas vraiment en colère, j'étais juste déçu. J'avais vu son vrai visage. Rentré chez moi, j'ai décapsulé une bière, et j'ai vérifié mes emails. La lettre d'offre officielle était arrivée pendant que je me faisais larguer. Date de début, dans 6 semaines. Le salaire était en fait 40% plus élevé que mon ancien poste, une fois que j'ai vu tous les détails. J'ai appelé un ami de fac, qui travaille dans la finance. J'ai besoin d'un conseil. 2 heures plus tard, j'avais un plan. J'ai pris environ 80 000 € de mon indemnité, et j'ai fait des choix intelligents. J'ai remboursé le crédit de ma voiture, il me restait 14 000 € à payer. J'ai soldé toutes mes cartes de crédit, soit 8 000 €. J'ai placé une grosse somme sur un compte épargne à haut rendement, et j'ai investi le reste dans un portefeuille diversifié. Mon ami m'a aidé à sécuriser les 120 000 € restants. C'était mon matelas de sécurité, pour les 6 semaines précédant mon nouveau travail, plus un fonds d'urgence. Première semaine de chômage.
Sa meilleure amie m'a envoyé un texto, et je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai appris ce qui s'est passé, c'était vraiment dur. Je vais bien, merci de demander. Elle dit à tout le monde que tu es ruiné et sans emploi. Je voulais juste que tu saches que personne n'y croit. On te connaît. J'apprécie. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle essayait d'inventer une histoire, celle de l'ex-petite amie en galère qu'elle avait dû quitter, se faisant ainsi passer pour la fille pragmatique. 3e semaine, son cousin m'a contacté, « Mec, tu as été traité injustement. » Ma cousine peut être extrême avec les questions d'argent. Son père est parti quand elle était jeune, les finances sont un sujet sensible pour elle. C'est noté, mais ce n'est plus mon problème. J'ai passé ces 6 semaines à décompresser. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais épuisé. J'ai fait la grasse matinée, je me suis entraîné, j'ai rattrapé mes lectures. J'ai même passé des entretiens avec 2 autres entreprises, juste pour évaluer ma valeur sur le marché. Les 2 m'ont proposé plus que le poste que j'avais déjà accepté. J'ai aussi voyagé pendant 1 semaine. 5e semaine, j'ai acheté une nouvelle voiture. Rien de fou, juste une Tesla Model 3 d'occasion certifiée. J'en ai toujours voulu une, j'avais l'argent comptant maintenant, et mon nouveau travail incluait la recharge gratuite au bureau. Je l'ai payé 52 000 € net. Je l'ai récupéré un samedi, j'ai roulé avec, en me sentant incroyablement bien. Je me suis arrêté à un café, près de mon ancien appartement, et elle était là, assise à une table en terrasse avec sa sœur. Elle a d'abord remarqué la voiture, a regardé à 2 fois, puis m'a vu en sortir. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. J'ai hoché la tête poliment, je suis entré, j'ai pris mon café, et je suis ressorti. Elle m'a fixé du regard tout le temps. Alors que je passais devant elle, elle m'a interpellé, « Belle voiture. » Merci. J'ai continué à marcher. Attends, on peut parler 1 seconde? Je me suis arrêté. Fais vite. Elle s'est levée, tandis que sa sœur semblait mal à l'aise. Waouh, une Tesla. C'est incroyable. Comment as-tu? Mon indemnité de départ était bonne, je l'ai utilisée intelligemment. C'est super, je suis vraiment contente pour toi. Un sourire hypocrite. Alors, que fais-tu maintenant? Tu cherches toujours? Je commence mon nouveau travail lundi. Un poste de directeur principal, bien meilleur que l'ancien. Son visage a affiché une expression complexe, un mélange de choc, de regret, et de panique. C'est incroyable. Waouh. Pause. Écoute, je sais qu'on s'est quitté en mauvais termes. Tu m'as largué et traité de loser au chômage. Sa sœur a toussé, l'air gêné. J'étais sous le coup de l'émotion, je ne le pensais pas, oh que si, tu le pensais. Mais ce n'est pas grave, ça a bien tourné pour nous 2. J'ai pensé à toi, a-t-elle dit rapidement, à nous. J'ai fait une erreur. J'ai eu peur, et j'ai réagi de manière excessive. D'accord. Je crois aux secondes chances, a-t-elle ajouté en attrapant mon bras. Tout le monde mérite une seconde chance. On pourrait peut-être prendre un café cette semaine, et discuter calmement. J'ai regardé sa main posée sur mon bras, puis son visage. Elle avait ce regard, celui qu'elle prenait quand elle voulait obtenir quelque chose. Non. Quoi? J'ai dit non. Je ne sors pas avec des personnes qui pensent que l'amour est soumis à des conditions. Tu m'as montré qui tu étais vraiment, quand les choses sont devenues difficiles. Je crois aux secondes chances pour ceux qui les méritent. Et tu n'en fais pas partie. Son visage est devenu rouge. Tu es sérieux? Après tout ce qu'on a vécu? Tout ce qu'on a vécu a duré jusqu'à ce que je perde mon emploi. Ce n'est pas tout, c'est presque rien. J'ai fait une erreur, mais toi, tu as fait un choix. Un choix calculé. Tu as même avoué que tu y réfléchissais déjà. Alors non, je ne veux pas prendre de café. Et je ne veux pas discuter. Je veux que tu vives avec les conséquences d'avoir choisi un salaire, plutôt qu'une personne. Sa sœur regardait son téléphone, comme si c'était l'objet le plus passionnant au monde. Tu es cruel, a-t-elle lâché. Je suis clair. C'est terminé entre nous. Profite bien de ton café. Je suis monté dans ma voiture, et je suis parti. J'ai regardé dans le rétroviseur, elle était juste là, figée. Honnêtement, ça m'a fait un bien fou.
Mise à jour cela fait 2 semaines depuis l'incident du café. J'ai commencé mon nouveau travail, et c'est génial. L'équipe est solide, les défis sont intéressants, mais ce n'est pas pour cela que je fais cette mise à jour. Elle a complètement perdu la tête. Le lundi suivant notre rencontre, elle m'a envoyé un texto à 23 heures, je pense encore à ce que tu as dit. Tu as raison, j'ai tout gâché. S'il te plaît, peut-on se parler? Je n'ai pas répondu. Mardi, je sais que je t'ai blessé. J'avais tort. Tu me manques, nous me manquons. Toujours rien. Mercredi, tu vas vraiment m'ignorer? C'est très mature. Oh, voilà qu'elle veut parler de maturité maintenant. Jeudi, elle a changé de tactique. Elle a appelé 3 fois, et a laissé un message vocal, je suis au restaurant où on a eu notre premier rendez-vous. J'ai pensé que tu voudrais peut-être passer, en souvenir du bon vieux temps. Qui fait ça? Vendredi soir, je suis à un happy hour avec ma nouvelle équipe. Je tisse des liens, j'apprends à connaître mes collègues, je bois une bière, et devinez qui débarque avec ses copines? Pure coïncidence? J'en doute fortement. Elle m'a repéré immédiatement, et a foncé vers moi. Et, quelle surprise! Mes nouveaux collègues avaient l'air confus. Salut, ai-je répondu d'un ton neutre. Tu ne m'avais pas dit que tu serais là, a-t-elle lancé, comme si nous étions toujours ensemble. Pourquoi je l'aurais fait? Elle a ri nerveusement. C'est vrai, bien sûr. Je pensais juste que... Je ne sais pas, elle a jeté un coup d'œil à mes collègues. Tu ne me présentes pas? Voici mon ex-petite amie. Nous avons rompu. Elle était juste sur le point de partir. La table est devenue totalement silencieuse. Son visage a pâli, puis a viré au rouge. Tu es ridicule. Peut-on parler dehors? Non. Très bien, sois puéril. Elle est partie en trombe. Un de mes nouveaux collègues, un gars de l'équipe marketing, a haussé les sourcils. C'était gênant. Ouais, longue histoire. Elle m'a largué, et maintenant elle veut me récupérer. Un grand classique, a-t-il dit en secouant la tête. Mon ex a fait la même chose, quand j'ai été promu. Certaines personnes ne te veulent que lorsque tu as de la valeur. Exactement. Samedi matin, je me suis réveillé avec 23 textos, tous d'elle. Les meilleurs extraits incluaient « Tu m'as embarrassé devant tout le monde, j'essayais d'être gentil et tu m'as humilié, tu as changé, l'ancien toi ne serait jamais aussi méchant, je commence à penser que tu ne m'as jamais vraiment aimé, mes amis pensent que tu es abusif. » Refuser de m'accorder une conclusion, c'est de la violence psychologique, très bien, j'espère que tu es heureux tout seul, et enfin, tu vas le regretter. J'ai bloqué son numéro. Dimanche, sa sœur m'a écrit, et, je sais que la situation est bizarre. Je voulais juste te dire que ma sœur traverse une période difficile en ce moment. Elle tenait vraiment à toi. Peut-être pourrais-tu lui donner une autre chance de s'expliquer? Je lui ai répondu qu'elle avait eu 18 mois pour se soucier de moi, mais qu'elle avait choisi de ne pas le faire. Dis-lui de passer à autre chose, c'est ce que j'ai fait. Lundi, au travail, j'ai été convoqué par les RH. Mon estomac s'est noué. La responsable avait l'air mal à l'aise. Nous avons reçu une plainte vous concernant. Quel genre de plainte? Une personne prétendant être votre ex-petite amie a appelé, affirmant que vous la harceliez, que vous lui envoyiez des messages non désirés, que vous vous présentiez aux endroits où elle se trouve, et que vous la mettiez mal à l'aise. J'ai éclaté de rire. C'est littéralement le contraire de ce qui se passe. Pouvez-vous m'en dire plus? J'ai sorti mon téléphone, et je lui ai montré l'historique des textos, juste avant que je ne la bloque. J'ai expliqué les appels, la rencontre au café, la situation au bar. Je n'ai pas initié le contact une seule fois. C'est elle qui me relance sans cesse. J'ai bloqué son numéro hier. Elle a tout examiné. Oui, ce n'est clairement pas du harcèlement de votre part. Je vais le noter dans votre dossier, et clore la plainte. Si elle nous recontactait, nous nous en occuperons. Puis-je avoir cela par écrit, juste pour me couvrir? C'est intelligent. Oui, je vous enverrai un résumé par email. Je suis sorti de cette réunion avec un sentiment étrange. Elle avait essayé de saboter mon emploi, mon tout nouveau travail, après m'avoir largué parce que je n'en avais pas. Quelle audace! Mardi soir, j'allais chercher des plats à emporter près de chez moi,
et je suis tombé sur sa mère. Je ne l'avais pas vue depuis la rupture. Oh, bonjour. Elle avait l'air nerveuse. Bonjour. Ma fille m'a dit que vous vous étiez croisés. Oui. Elle est très bouleversée, elle dit que vous avez été cruel. Je l'ai simplement dévisagé. Écoutez, a continué sa mère, je sais qu'elle-ci est mal prise, mais c'est ma fille. Elle a fait une erreur. Ne pouvez-vous pas juste lui parler, pour l'aider à tourner la page? Elle m'a largué par un simple appel téléphonique, alors que j'étais dans un parking. Elle m'a traité de loser au chômage, et a tout arrêté parce que j'avais perdu mon emploi. Maintenant que je gagne mieux ma vie qu'avant, elle veut revenir. Ce n'est pas une erreur, c'est un défaut de caractère. Sa mère avait l'air embarrassée. Elle avait peur. Son père nous a laissés sans rien, et l'argent est un sujet très sensible pour elle. Dans ce cas, elle devrait sortir avec un compte bancaire, pas avec une personne. C'est dur. Ça l'était tout autant de me traiter de loser, alors que je passais déjà la pire journée de ma carrière. J'ai payé mon repas, et je suis parti. Rentré chez moi, je me suis servi un verre, et je me suis assis sur mon canapé. Le fait est que je ne suis même plus en colère, je suis juste épuisé par tout ça. Elle a fait son choix, c'était un mauvais choix, et maintenant elle veut une deuxième chance parce que le résultat ne lui a pas profité. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai un nouveau numéro. S'il te plaît, ne bloque pas celui-ci, j'ai juste besoin de te parler. J'ai fixé ce message pendant un long moment, puis j'ai tapé, je vais te le dire une seule fois. C'est terminé entre nous, de manière définitive. Tu as mis fin à notre relation quand j'avais le plus besoin de soutien, et tu ne reviens que parce que je n'en ai plus besoin. Ce n'est pas de l'amour? C'est de l'opportunisme. Arrête de me contacter. Arrête de te pointer là où je suis. Arrête d'appeler mon travail. Refais ta vie, c'est ce que j'ai fait. Envoyé. Puis j'ai bloqué ce numéro aussi. J'ai fini mon verre, j'ai commandé une nouvelle télévision qui me faisait de l'œil, et j'ai commencé un nouveau livre. Aller de l'avant faire un bien fou. Mise à jour 2-3 semaines se sont écoulées depuis la dernière mise à jour. Je pensais que les choses allaient se calmer, mais j'avais tort. Elle a franchi un cap, de manière très significative. D'abord, elle a commencé à se pointer devant mon immeuble. Elle ne frappait pas à ma porte, car elle ne sait pas dans quel appartement j'ai emménagé après notre rupture, mais je voyais sa voiture dans le parking, garée là, à m'attendre. La première fois, je l'ai ignorée. La deuxième fois, j'ai documenté sa présence avec des photos et des horodatage. La troisième fois, j'ai appelé le numéro non urgent de la police. Un agent est venu, a pris ma déclaration, a vu sa voiture, est allé lui parler, puis est revenu vers moi. Elle dit qu'elle est juste garée sur un parking public, et prétend rendre visite à un ami dans l'immeuble. Elle ne connaît personne ici, nous avons rompu il y a des mois. Je ne peux pas faire grand-chose, à moins qu'elle ne vous approche ou ne vous menace. Mais j'ai pris note. Rappelez-nous si elle continue à venir. Elle est partie après ça, mais est revenue 2 jours plus tard. Ensuite, elle a découvert où je déjeune, près de mon bureau. Comment? Je n'en suis pas sûr, peut-être l'a-t-elle vue sur une vieille publication Instagram, ou quelque chose du genre. Elle a commencé à s'y trouver, par un soi-disant hasard, au moment où j'arrivais. La première fois, je l'ai repérée à travers la vitrine, et je suis allé manger ailleurs. La deuxième fois, elle était déjà à l'intérieur quand je suis entré, et elle est venue directement me voir dans la file d'attente. S'il te plaît, arrête de me fuir. Je ne te fuis pas, je n'ai juste pas envie de te parler. Nous avons besoin de clore les choses. Tu as eu ta conclusion. Je t'ai dit que c'était fini. Ce n'est pas une conclusion, c'est toi qui es vindicatif. J'ai commandé mon repas, et elle m'a suivi jusqu'à une table. Tu peux arrêter, ai-je demandé. 5 minutes, c'est tout ce que je demande. Non. Je continuerai à me présenter, jusqu'à ce que tu m'écoutes. Ça s'appelle du harcèlement. Ça s'appelle se battre pour quelqu'un qu'on aime. J'ai emballé mon repas, et je suis parti manger dans ma voiture. Mais le pire s'est produit la semaine dernière. J'ai un groupe d'amis, 4 gars que je connais depuis l'université. Nous nous réunissons tous les mois pour une soirée poker. On fait ça depuis des années,
en tournant à chaque fois chez l'un d'entre nous. Le mois dernier, c'était mon tour d'héberger, dans mon appartement. Une soirée décontractée, avec des bières, des cartes, et de bonnes discussions. Elle a réussi, je ne sais comment, à la prendre. Elle s'est pointée, et a frappé à ma porte vers 21h. J'ai regardé par le Judas, je l'ai reconnu, et je n'ai pas ouvert. Je sais que tu es là-dedans, je vous entends. Mes potes se sont tus. L'un d'eux a chuchoté, c'est ton ex? J'ai hoché la tête. Elle a continué à frapper. Laisse-moi entrer, j'ai apporté du vin. On peut traîner ensemble, comme des adultes. J'ai entrouvert la porte, en laissant la chaîne de sécurité. Il faut que tu partes. Allez, ne fais pas ça devant tes amis. Tu n'es pas invité, tu n'habites pas ici. Pars. On parlait souvent d'organiser des soirées poker ici, je voulais juste. Nous avons rompu. C'est toi qui y as mis fin. Tu n'as pas le droit de débarquer chez moi des mois plus tard, et d'agir comme si nous étions amis. L'un de mes amis s'est approché de la porte. Et, il t'a demandé de partir, tu devrais sûrement y aller. Elle a regardé par-dessus mon épaule, a vu qu'ils l'observaient tous, et s'est sentie très gênée. Très bien. C'est pour ça que ça n'a pas marché entre nous, tu n'as jamais voulu m'inclure dans quoi que ce soit. Tu m'as largué parce que j'ai été licencié. Un lourd silence est tombé. C'est vraiment ce qui s'est passé, a demandé mon ami. Ouais. La vache. Elle est partie, mais non sans lancer une dernière menace, on n'a pas fini d'en parler. Après son départ, mes potes n'ont parlé que de ça. Frère, c'est un truc de fou. Elle t'a vraiment largué parce que tu as perdu ton job, et maintenant elle te harcèle parce que tu en as un meilleur. C'est complètement malsain. Nous avons passé 1 heure à en discuter, au lieu de jouer aux cartes. Ils étaient tous d'accord pour dire que je devrais envisager une ordonnance restrictive, si elle continuait à s'imposer ainsi. L'un d'eux est avocat. Pas en droit de la famille, mais il m'a donné quelques conseils précieux, documente tout. Garde des traces. Ne rentre pas dans son jeu. Et si ça continue, dépose une demande d'ordonnance de protection. Mais voici le comble de l'audace. Il y a 2 jours, elle s'est présentée à mon travail. Elle est entrée directement dans le bâtiment, et m'a demandé à l'accueil. La sécurité m'a appelé sur mon poste, vous avez une visiteuse dans le hall. Elle prétend être votre petite amie. Ex-petite amie. Nous avons rompu il y a des mois, et je ne veux pas la voir. C'est compris, je vais l'en informer. 5 minutes plus tard, elle m'a envoyé un texto, vient encore un nouveau numéro, sérieusement? Tu as demandé à la sécurité de me renvoyer? Je voulais juste t'apporter à déjeuner, et te féliciter correctement pour ton nouveau travail. J'ai transféré le message au RH, à la même femme que la dernière fois. Elle m'a rappelé 20 minutes plus tard. La situation s'aggrave. Je vais lui envoyer une lettre formelle, lui signifiant qu'elle n'est pas autorisée sur le site de l'entreprise, et que tout nouveau contact concernant votre emploi sera considéré comme du harcèlement. Merci. De plus, je vous conseille vivement d'envisager des poursuites judiciaires, si cela continue. Ce qu'elle fait n'est pas sain. Le soir même, je me suis rendu dans un cabinet d'avocats, et j'ai rencontré une spécialiste des ordonnances de protection. Je lui ai tout montré, les textos, les photos de sa voiture devant mon immeuble, sa visite à mon travail, absolument tout. Vous avez suffisamment d'éléments pour obtenir une ordonnance de protection temporaire. Son comportement est clairement non désiré, et il s'intensifie. Un juge l'accordera probablement. Quelles seront les conséquences pour elle? Elle sera légalement tenue de rester à distance de vous, de votre domicile, et de votre lieu de travail. Aucun contact ne sera toléré. Si elle viole cette ordonnance, elle peut être arrêtée. Je ne veux pas ruiner sa vie. Vous ne le faites pas, c'est elle qui se l'inflige toute seule. Vous ne faites que vous protéger. J'ai rempli les papiers cet après-midi-là. L'audience aura lieu la semaine prochaine, et elle sera officiellement notifiée. Une petite part de moi s'en veut, mais la majeure partie s'en moque. Je lui ai donné de multiples occasions de passer à autre chose. Je lui ai dit clairement que c'était fini, mais elle refuse d'écouter. J'ai reçu un texto de sa mère hier soir, une ordonnance de protection, tu es sérieux? Ma fille a fait une erreur, et tu la traites comme une criminelle. Je n'ai pas répondu, mais j'aurais voulu dire, votre fille m'a largué au pire moment de ma vie, et me harcèle au meilleur moment de ma vie.
Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma de comportement toxique. L'audience est dans 4 jours. Mon ami avocat a proposé de m'accompagner, pour me soutenir. Je repense sans cesse à ce qu'elle m'a dit ce jour-là, dans le parking, un loser au chômage. Comme si je n'avais plus aucune valeur, simplement parce que j'avais perdu mon poste. Mais voici ce qu'elle n'a pas compris, je n'ai jamais été mon travail. Je suis une personne, avec des compétences, de l'expérience, et de la résilience. Le travail n'était que l'endroit où j'exerçais. Elle ne pouvait pas voir cela. Elle ne voyait que le salaire. Et maintenant qu'elle voit un salaire beaucoup plus élevé, elle veut revenir. Mais je ne suis pas un salaire, et je ne l'ai jamais été. Mise à jour 3. Finale. L'audience a eu lieu hier. Voici comment ça s'est passé. Je suis arrivé au tribunal à 9 heures. Mon ami m'a accompagné, comme il l'avait promis. J'avais toute ma documentation imprimée et classée, les textos, les photos, les dates, tout. Elle était là, avec sa mère, et un type dans un costume bon marché que je suppose être son avocat. Elle avait l'air furieuse. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge, une femme d'une 50aine d'années qui n'avait pas de temps à perdre, a appelé notre affaire. Son avocat a commencé, « Votre honneur, il s'agit d'un cas de mauvaise communication entre 2 personnes, qui ont récemment mis fin à une relation amoureuse. Ma cliente a tenté de se réconcilier, et le requérant a qualifié à tort de harcèlement des contacts post-rupture. Pourtant tout à fait normaux. » La juge m'a regardé, « Votre réponse ?» Je me suis levé. Mes mains ne tremblaient même pas. « Votre honneur, je lui ai demandé à plusieurs reprises de cesser de me contacter. Elle s'est présentée à mon domicile à maintes reprises, ainsi qu'à mon lieu de travail, et dans des endroits que je fréquente. Elle a créé de multiples numéros de téléphone pour me joindre. Après que j'ai bloqué le sien. Je n'ai jamais initié le contact. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle s'y refuse. Avez-vous des preuves ? Je lui ai remis le dossier. La juge a passé 5 minutes à l'examiner, et son expression est devenue de plus en plus préoccupée. Madame, a-t-elle dit à mon ex, vous l'avez contacté combien de fois, après qu'il vous a demandé d'arrêter ? Mon ex s'est levé. C'est mon. Nous étions ensemble pendant 18 mois, on ne jette pas ça par la fenêtre. J'ai fait une erreur, et j'essaie de la réparer. En vous présentant à son travail ? Je voulais juste lui parler, après qu'il ait bloqué mon numéro de nombreuses fois. Silence dans la salle. La juge a regardé son avocat. Maître, votre cliente s'est engagée dans un schéma de contact non désiré, qui répond parfaitement à la définition légale du harcèlement. À moins que vous n'ayez des preuves que le requérant a invité ou bien accueilli ces contacts. Son avocat a brassé ses papiers, non, votre honneur. Alors, j'accorde l'ordonnance de protection temporaire. Madame, vous n'aurez aucun contact avec le requérant. Pas d'appel téléphonique, pas de texto, de mail. Ni de contact sur les réseaux sociaux. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 150 mètres de sa résidence ou de son lieu de travail. Cette ordonnance prend effet immédiatement, et restera en vigueur pendant 1 an, après quoi nous réévaluerons la situation. Avez-vous compris ? Le visage de mon ex s'est décomposé. C'est insensé, je l'aime. Ce n'est pas pertinent pour cette procédure. Vous le harcelez, et cela doit cesser. Il fait ça pour me punir. L'expression de la juge s'est durcie, monsieur, pensez-vous agir ainsi pour la punir ? Non, votre honneur. Je fais cela parce que je lui ai demandé, à maintes reprises, de me laisser tranquille, et qu'elle refuse de respecter cette limite. Cela me semble clair. L'ordonnance est maintenue. Nous avons quitté la salle d'audience. Sa mère a essayé de m'approcher dans le couloir, mais mon ami s'est interposé. Tu as eu ce que tu voulais, a craché sa mère, j'espère que tu es heureux. Je voulais qu'on me laisse tranquille, c'est tout. Elle t'aimait. Elle aimait l'idée qu'elle se faisait de moi, quand je réussissais. Quand ce n'était plus le cas, elle m'a traité de loser au chômage et m'a largué. Ce n'est pas de l'amour. Sa mère n'a pas su quoi répondre. Sur le parking, mon ami m'a tapé sur l'épaule, ça va ? Ouais, ça va. Et c'était vrai. J'ai eu l'impression de fermer une porte à double tour, une porte qui aurait dû être close il y a des mois. C'était hier. Aujourd'hui, tout a été d'un calme absolu. Pas de texto, pas d'appel,
pas d'apparition surprise. Juste le silence. Je suis allé au travail, j'ai passé une journée normale, j'ai déjeuné à mon bureau, et je suis parti à l'heure. Je suis rentré chez moi, dans cet appartement dont elle n'a légalement plus le droit de s'approcher. J'ai commandé une pizza, et j'ai regardé un film. J'ai discuté par texto avec une femme, rencontrée via un ami la semaine dernière. Nous allons prendre un café ce week-end. Sans pression, juste pour voir si le courant passe. Elle a l'air sympa, elle a sa propre carrière, et sa propre vie. Nous avons accroché sur nos centres d'intérêt, pas sur ce que je pourrais lui offrir financièrement. C'est rafraîchissant. Voici ce que j'ai appris de tout cela, quelqu'un qui ne vous veut que lorsque vous gagnez, n'a jamais été de votre côté pour commencer. Il n'était que du sien. Un véritable partenariat, c'est être là quand les choses sont difficiles, pas seulement quand elles sont faciles. Elle a échoué à ce test, de manière instantanée. Et honnêtement, l'ordonnance de protection n'est pas une vengeance. La vengeance, c'est le fait que je vais mieux que jamais, professionnellement, financièrement, émotionnellement, et qu'elle ne peut plus en faire partie. Elle pensait monter en gamme en partant. Mais à la place, elle a bazardé sa dernière chance avec quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle, en tant que personne. La Tesla, le nouveau job, l'augmentation de salaire, tout ça c'est bien beau, mais la vraie victoire, c'est de savoir que ma valeur n'est pas liée à ma situation professionnelle. J'ai de la valeur pour ce que je suis, pas pour ce que je fais dans la vie. Elle n'a pas su le voir, tant pis pour elle. À tous ceux qui demandent si je me sens coupable de cette ordonnance, non. Je lui ai donné de nombreuses opportunités de respecter mes limites, et elle a délibérément choisi de ne pas le faire. Le système judiciaire existe pour des situations exactement comme celle-ci. Aux personnes disant que j'aurais dû lui accorder une autre chance, pourquoi faire? Pour qu'elle me largue à nouveau, la prochaine fois que la vie devient compliquée? Non merci, je passe mon tour. Et aux quelques personnes affirmant que je suis cruel, il n'y a rien de cruel à protéger sa propre paix mentale. Je ne dois l'accès à ma vie à personne, et surtout pas à quelqu'un qui m'a jeté comme un déchet quand j'étais au plus bas. La meilleure partie de l'histoire, c'est que mon nouveau travail se passe à merveille. J'ai eu des retours très positifs lors de mon évaluation du premier mois. Mon patron a même mentionné une possibilité de promotion, au poste de vice-président d'ici 1 an, si je maintiens ce niveau de performance. Je gagne plus d'argent que je n'en ai jamais gagné, j'ai un véritable équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle, mon appartement est exactement comme je le souhaite. Ma voiture me donne le sourire à chaque fois que je m'installe au volant, mon compte épargne grandit, mon niveau de stress a chuté. Et elle est légalement tenue de me laisser tranquille. Ce n'est pas de la vengeance, ce sont juste des conséquences. Les conséquences finissent par rattraper quelqu'un qui pensait que les autres étaient jetables, uniquement sur la base de leur relevé bancaire. Elle m'a envoyé un texto depuis le téléphone d'un ami, le soir suivant l'audience. Un seul message, j'espère que tu sais que tu as ruiné tout ce qu'on aurait pu vivre. Je n'ai pas répondu, mais si je l'avais fait, j'aurais dit, tu as tout ruiné à la seconde même où tu m'as traité de loser au chômage. Je refuse juste de te laisser réparer ça, maintenant que ça t'arrange. J'ai supprimé le message, et j'ai bloqué ce numéro aussi. Deuxième et dernière mise à jour, car on n'arrête pas de me poser la question concernant ce rendez-vous au café. Ça s'est bien passé, vraiment très bien. Nous avons parlé pendant 3 heures. Elle est graphiste, et possède sa propre activité en freelance. Elle ne m'a pas demandé combien je gagnais, et elle se fichait éperdument de ma voiture. Nous avons parlé de livres, de voyages, de passe-temps bizarres. Elle collectionne les cartes postales vintage, et je trouve ça cool. Nous allons dîner ensemble ce week-end. Je n'ai aucune idée d'où ça va mener, mais c'est différent. J'ai l'impression qu'elle s'intéresse à moi, et non à mon CV. C'est exactement comme ça que ça devrait être. Alors oui, c'est la fin de cette saga. La fille qui m'a largué parce que j'étais un « loser au chômage » a désormais l'interdiction légale de me contacter, pendant que je vis ma meilleure vie avec un super boulot, une belle voiture, et une vraie tranquillité d'esprit. Certaines histoires ont des fins satisfaisantes, et celle-ci en fait indéniablement partie. Merci à tous d'avoir suivi. Il est temps de clore ce chapitre pour de bon, et de voir ce qui m'attend par la suite. Note du traducteur, le texte original passe ici à une deuxième histoire totalement différente de Reddit, que voici traduite selon les mêmes critères. Elle m'a envoyé un texto, j'ai créé un faux profil, en me faisant passer pour toi, pour parler à ta sœur.
afin de savoir si elle disait du mal de moi. C'est le cas, d'ailleurs. J'ai répondu, créatif. Ensuite, j'ai montré les preuves à toute ma famille, avec les captures d'écran de son faux profil essayant de créer des drames. Quand l'avocat de ma sœur lui a envoyé une lettre de mise en demeure, pour usurpation d'identité et diffamation. Publication originale. Moi, homme de 31 ans, j'étais assis à mon bureau, en train de travailler sur des rapports trimestriels, quand mon téléphone a vibré. C'était un texto de ma petite amie, Nathalie, 29 ans. Nous sommes ensemble depuis environ 18 mois, et nous vivons sous le même toit depuis 6 mois. Le message disait, « Bon, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai créé un faux profil, en me faisant passer pour toi, et j'ai envoyé des messages à ta sœur, pour voir ce qu'elle pense vraiment de moi. Alerte spoiler, elle crache pas mal dans mon dos. Si joint les captures d'écran. Si tu veux la preuve de ce que ta précieuse famille pense vraiment. » J'ai fixé mon téléphone pendant une bonne minute, et j'ai relu le message 3 fois, juste pour être sûr de bien comprendre. Ma petite amie avait usurpé mon identité en ligne, dans le but de manipuler ma sœur, et de lui faire révéler ses pensées intimes. Cette capture d'écran suivait, montrant des messages entre moi et ma sœur Brooke. Le faux, moi, posait des questions très orientées sur Nathalie. Les réponses de Brooke étaient honnêtes. Pas cruelles, mais définitivement critiques. Des choses comme « elle est autoritaire, je ne pense pas qu'elle soit bonne pour toi » et « elle t'isole de tout le monde ». J'ai répondu par un seul mot, créatif. Puis, j'ai commencé à faire des captures d'écran de tout, de ses aveux, des fausses conversations, de la totalité. J'ai ouvert Facebook sur mon ordinateur portable, et bien sûr, il y avait là un profil à mon nom, avec mes propres photos volées sur mon vrai compte, créé il y a 3 semaines. Ce profil avait déjà des demandes d'amis, acceptées par plusieurs membres de ma famille. Je me suis adossé à ma chaise, essayant d'assimiler la situation. Ce n'était pas juste bizarre ou intrusif. C'était un comportement légitimement insensé, et techniquement illégal. 20 minutes plus tard, un autre texto de Nathalie est arrivé, « C'est tout ce que tu as à dire ? Ta sœur monte tout le monde contre moi, et tu dis juste créatif ? Moi ? Tu as commis une usurpation d'identité, pour manipuler les membres de ma famille ? Oui, créatif est le mot juste. Je l'ai fait pour nous. Pour te montrer à quel point ils sont hypocrites. Tu l'as fait parce que tu es paranoïaque et autoritaire, Brooke avait raison. Tu prends sérieusement son parti, après ce qu'elle a dit ? Je prends le parti de ne pas commettre de fraude, pour espionner ma famille. C'est terminé entre nous. Tu ne vas pas sérieusement rompre avec moi pour ça ? Regarde-moi faire. J'ai immédiatement appelé ma sœur. Et Brooke, petite question. Est-ce que je t'ai envoyé des messages récemment, à propos de Nathalie ? Ouais, en fait tu te comportais bizarrement à ce sujet. Pourquoi ? Ce n'était pas moi. Nathalie a créé un faux profil. Un long silence a suivi. Tu plaisantes, là ? Non, elle vient de l'avouer. Je t'envoie les captures d'écran maintenant. Ce qui a suivi fut une explosion d'activité sur le groupe de discussion familiale, que je résumerai ainsi, tout le monde était fou de rage. Mise à jour 1. Après avoir révélé à ma famille l'escroquerie de Nathalie, les choses ont dégénéré, exactement comme on pouvait s'y attendre. En moins d'1 heure, ma mère, mon père, Brooke, et mon autre sœur Emma, 26 ans, faisaient exploser mon téléphone. Pas contre moi, mais à cause de la situation. Brooke était particulièrement furieuse, elle a prétendu être toi. Elle m'a piégé dans des conversations privées. C'est une véritable violation. Ma mère était prête pour la guerre, cette fille est psychotique, change tes serrures dès aujourd'hui. Mon père, toujours pragmatique, a ajouté, ça pourrait être illégal. Documente absolument tout. Et c'est là que ça devient intéressant. Le mari de Brooke, Tom, est avocat. Il ne fait pas de droit pénal, il s'occupe des affaires d'entreprise, mais il en savait assez pour être inquiet. Il m'a appelé directement, et mec, c'est très sérieux. Elle a commis une usurpation d'identité, possiblement une fraude, et certainement de la diffamation, si elle diffuse ses conversations privées. A-t-elle fait autre chose ? Cela m'a fait réfléchir. J'ai fouillé dans notre ordinateur portable commun, que j'avais payé avec mon argent d'ailleurs. J'ai découvert qu'elle était restée connectée à sa boîte email. Je sais, c'est une violation de la vie privée,
mais puisqu'elle venait d'avouer avoir usurpé mon identité, j'ai estimé que c'était de bonne guerre. Ce que j'ai trouvé était pire que prévu. Elle n'avait pas seulement piégé Brooke. Elle avait eu de fausses conversations avec Emma, ma cousine Janet, et 3 de mes amis, en utilisant toujours mon identité, et en essayant à chaque fois d'obtenir des ragots sur elle-même. C'était comme si elle montait un dossier criminel, sur tous ceux qui ne la vénéraient pas. Mais le pire de tout, c'était le brouillon d'un email destiné à mon patron. Rédigé comme venant de moi, il se plaignait du stress au travail, et demandait un congé pour raison de santé mentale. Il était daté d'hier. Elle ne l'avait pas encore envoyé, mais il était là, prêt à partir. J'ai pris des captures d'écran de tout cela. Ce soir-là, elle est rentrée à la maison, agissant comme si de rien n'était. Elle est arrivée avec des plats à emporter de mon restaurant préféré, tout sourire. Et bébé, j'ai pris ton plat favori. J'ai pensé qu'on devrait discuter de ce qui s'est passé plus tôt. Je sais que j'ai merdé, mais... Nathalie, il faut que tu partes. Son visage a changé instantanément. Pardon? Tu m'as entendu. Fais tes affaires, et sors. Tu ne peux pas me mettre à la porte. J'habite ici, j'ai des droits. Ton nom ne figure pas sur le bail. Au mieux, tu es une invitée au mois, et tu viens d'avouer de multiples chefs d'accusation pour usurpation d'identité. Elle est passée de douce à venimeuse en quelques secondes. Tu jetterais vraiment notre relation aux ordures, pour une seule erreur? Une erreur? Tu as piégé toute ma famille. Tu rédigeais des emails à mon patron, en te faisant passer pour moi. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma de comportement complètement insensé. J'essayais de nous protéger d'eux. De quoi? Du fait que ma famille ait des opinions privées? Tout le monde a le droit d'avoir des pensées, Nathalie. Ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de voler des identités pour espionner ses pensées. Elle s'est mise à pleurer, mais pas de tristesse, de colère. Ta famille m'a toujours détesté. Ils essaient de nous séparer depuis le premier jour. Non, ils s'inquiétaient de certains signaux d'alarme, des alertes comme celle-ci. Et tu viens de leur donner raison, de la manière la plus spectaculaire possible. Elle a attrapé son téléphone, et a commencé à texter furieusement. Très bien, mais je ne pars pas ce soir. J'ai des droits de locataire, tu dois me donner un préavis de 30 jours. En fait, ai-je dit en sortant mon téléphone, selon l'accord de bail que tu as signé en tant qu'invité prolongé, je peux révoquer ton séjour avec un préavis de 72 heures, si tu t'engages dans une activité illégale. Ou si tu mets en danger le bien-être des autres résidents. L'usurpation d'identité en fait partie. Elle m'a dévisagé. Tu as planifié ça. Non, Nathalie, tu as planifié ça quand tu as décidé de piéger ma famille. Je suis juste meilleur pour lire les contrats, que tu ne le es pour effacer tes traces. Son téléphone s'est mis à sonner. C'était sa mère. Elle a répondu sur haut-parleur. Maman, il me met à la porte pour rien. Comment ça, pour rien, la voix de sa mère a grésillé. J'ai juste créé un faux profil pour voir ce que sa famille pensait vraiment. Tu as fait quoi? La voix de sa mère est montée de 3 octaves. Nathalie Marie, c'est illégal. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Même sa propre mère n'était pas de son côté, c'était magnifique. Nathalie lui a raccroché au nez, et s'est tournée vers moi. C'est ridicule. Je vais dormir chez Megan ce soir, mais on n'a pas fini d'en parler. C'est définitivement terminé. Tu as 72 heures pour vider tes affaires. Je changerai les serrures lundi matin. Elle a attrapé un sac de voyage, jetant des affaires au hasard, tout en marmonnant dans sa barbe. Des mots comme « ingrat »,« autoritaire » et « famille de psychopathes » volaient dans la pièce. Avant de partir, elle s'est retournée sur le pas de la porte. Tu vas le regretter. Ta famille vient de te manipuler, pour ruiner la meilleure chose de ta vie. Non, ai-je dit calmement, tu t'es manipulé toi-même en dehors de cette relation, en te comportant de manière complètement déséquilibrée. Au revoir, Nathalie. Elle a claqué la porte. J'ai immédiatement installé une barre de sécurité pour porte, que j'avais achetée pendant ma pause déjeuner. Je ne prenais aucun risque. 10 minutes plus tard, mon téléphone a explosé de textos de ses amis. Apparemment, elle racontait à tout le monde que j'étais abusif et contrôlant, et que je l'avais jetée à la rue parce qu'elle avait surpris ma famille en train de dire du mal d'elle. Il était temps de passer à l'offensive.
Mise à jour 2. Le lendemain matin, samedi, je me suis réveillé avec 23 textos, 8 appels en absence, et de multiples notifications sur les réseaux sociaux. Nathalie avait adopté la politique de la terre brûlée pendant la nuit. D'abord, il y a eu l'assaut médiatique, elle avait publié sur Facebook, Instagram, et apparemment TikTok, selon mon cousin, racontant que j'étais émotionnellement abusif. Elle affirmait que je l'avais jetée à la rue, parce qu'elle avait découvert que ma famille la dénigrait. Aucune mention des faux profils, de l'usurpation d'identité, ou de la tentative de mail à mon patron. C'est amusant de voir comment sa mémoire fonctionne. Ses amis gobaient tout. Les commentaires allaient de « les hommes sont des ordures » à « poursuis-le pour expulsion illégale », en passant par « tu mérites tellement mieux, ma reine ». Mais c'est là que Nathalie a fait une erreur stupide. Elle avait oublié que nous avions des amis communs, qui connaissaient les deux versions. Mon pote Derek a commenté « Ne m'avais-tu pas dit, la semaine dernière, que tu pensais vérifier les messages de sa sœur d'une manière ou d'une autre ?» Nathalie a supprimé son commentaire en quelques minutes, mais j'avais déjà fait une capture d'écran. Il était temps de passer à la phase 2 de ma riposte. J'ai créé un dossier Google Drive très simple, contenant tout, son premier texto d'aveu, les captures d'écran de tous les faux profils, les fausses conversations avec ma famille, le brouillon de l'email pour mon patron, le commentaire supprimé de Derek. Et le contrat de location prouvant qu'elle était une simple invitée. J'ai partagé ce dossier avec des personnes triées sur le volet, ma famille, mes amis proches, et surtout Tom, le mari avocat de Brooke. Tom m'a appelé dans l'heure. Ok, c'est pire que ce que je pensais. Le faux email à ton patron pourrait être considéré comme une tentative de fraude, et c'est définitivement de la diffamation. L'usurpation d'identité est un crime fédéral, techniquement. Brooke veut engager des poursuites. Vraiment? Elle est furieuse. Quelqu'un a violé sa confiance, a utilisé ses pensées privées contre elle, et a essayé de détruire sa relation avec toi. Elle veut des conséquences. Pendant que j'étais au téléphone avec Tom, Nathalie s'est pointée à l'appartement, avec 3 amis et son frère, Rick. Je les ai observés via la caméra de la sonnette, alors qu'ils tambourinaient violemment à la porte. Ouvre. J'ai besoin de mes affaires maintenant, hurlait Nathalie. Je lui ai envoyé un texto, tu as jusqu'à lundi matin, comme on en a déjà discuté. S'il te plaît, pars, ou j'appelle la police pour intrusion. Rick a crié à travers la porte, tu ne peux pas prendre ces affaires en otage, c'est du vol. J'ai appelé la ligne non urgente de la police, et j'ai expliqué la situation. Ils ont envoyé 2 agents, qui sont arrivés en 15 minutes. Je leur ai montré les documents à travers l'entrebâillement de la porte, la barre de sécurité étant toujours bien en place. L'agente a tout examiné, et a hoché la tête. Madame, a-t-elle dit à Nathalie, il vous a donné un préavis de 72 heures, comme l'exige votre contrat d'invité. Vous devez partir, et revenir à l'heure convenue. Mais il garde ma propriété, a protesté Nathalie. Il vous autorise à la récupérer lundi, c'est raisonnable. Si vous ne partez pas maintenant, nous devrons vous verbaliser pour intrusion. Rick a essayé de devenir agressif, c'est des conneries, monsieur. L'agent masculin l'a interrompu, je vous suggère d'escorter votre sœur hors de la propriété, immédiatement. Ils sont partis, mais pas avant que Nathalie ne hurle, tu vas payer pour ça. Les agents m'ont donné leur carte, et m'ont conseillé de documenter tout nouveau contact, pour constituer un dossier de harcèlement. Le dimanche a été relativement calme, jusqu'au soir. C'est là que Nathalie a commis sa plus grave erreur. Elle a créé un autre faux profil, cette fois en se faisant passer pour ma sœur. Brooke a commencé à envoyer des messages à mes amis, racontant des choses horribles sur moi. Des trucs comme quoi j'avais un problème d'alcool, que j'avais emprunté de l'argent sans jamais le rembourser, et qu'elle s'inquiétait pour ma santé mentale. Il y avait un seul problème, elle a envoyé un message à mon ami Alex, qui était littéralement assis à côté de moi, en train de regarder le match. Mec, m'a dit Alex en me montrant son téléphone, ta sœur m'envoie des trucs bizarres sur toi. J'ai regardé les messages. Le compte avait été créé le jour même, et la photo de profil provenait de l'Instagram de Brooke. Ce n'est pas Brooke, ai-je dit, en envoyant immédiatement un texto à ma sœur. Brooke a confirmé qu'elle n'avait envoyé de message à personne. Nous avions désormais la preuve que Nathalie créait toujours de faux profils, commettait toujours des usurpations d'identité, mais que cette fois, elle diffamait activement et moi, et ma sœur. Tom a été prévenu immédiatement.
Sa réponse, elle vient de rendre sa situation tellement pire. Le lundi matin est arrivé. J'avais pris ma journée, et j'avais fait changer les serrures à 8 heures précises, avec un serrurier présent comme témoin. À 10 heures, Nathalie s'est pointée avec un camion de déménagement, et 6 personnes pour l'aider. J'avais 3 amis avec moi, dont Derek, qui filmait tout. Je me suis tenu dans l'encadrement de la porte. Tu peux prendre tes vêtements, tes objets personnels, ton ordinateur, et tout ce que tu peux prouver avoir acheté. Rien d'autre. J'ai acheté la moitié de tout ça, a-t-elle hurlé. Vraiment? Montre-moi les reçus. Elle ne le pouvait pas, car elle n'en avait pas. J'avais payé presque tout dans cet appartement. Les rares choses qu'elle avait achetées, quelques ustensiles de cuisine, un coussin, sa PlayStation, étaient déjà emballés dans des cartons, placés près de la porte. Son frère Rick a essayé de me bousculer pour atteindre la télévision. Elle utilise cette télé, donc c'est la moitié de la sienne. Non, ai-je dit fermement, Derek filmant toujours la scène. J'ai acheté cette télévision 6 mois avant qu'elle n'emménage, et j'ai la facture. Cela a pris 2 heures, pendant lesquelles elle a essayé de revendiquer la propriété de tout, de ma cafetière jusqu'à mon canapé. Mais finalement, elle n'est partie qu'avec ce qui lui appartenait vraiment, ce qui remplissait à peine la moitié du camion qu'elle avait loué. Au moment de partir, elle a sifflé, « Ce n'est pas fini. Je vais faire de ta vie un enfer. » Nathalie, ai-je répondu calmement, tu as commis des usurpations d'identité, tu as diffamé ma famille, tu as essayé de contacter mon employeur frauduleusement. Si la vie de quelqu'un est sur le point de devenir un enfer, c'est bien la tienne. Le mardi matin, Tom a envoyé la lettre de mise en demeure. Elle était magnifique. 3 pages de jargon juridique, signifiant essentiellement « Arrêtez de vous faire passer pour les membres de la famille, arrêtez de les diffamer, cessez tout contact, ou faites face à des poursuites pénales et civiles. » Elle a été envoyée à son appartement, à son travail, et chez ses parents, où elle résidait désormais, selon nos amis communs. Mercredi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la mère de Nathalie. « S'il vous plaît, a-t-elle supplié, ne les laissez pas la poursuivre. Elle est jeune, stupide, et amoureuse. Elle a 29 ans, ai-je répondu, elle est assez grande pour savoir que l'usurpation d'identité est un crime. Elle se fait soigner, je l'oblige à voir un thérapeute. C'est génial, elle en a besoin, mais ça n'annule pas ce qu'elle a fait. Que faut-il pour que ça s'arrête? Elle doit supprimer tous les faux profils, cesser tout contact avec moi et ma famille, publier des aveux publics, s'excuser pour les mensonges qu'elle a répandus sur moi, et signer un accord de ne plus jamais nous contacter. Je vais m'assurer qu'elle le fasse. Le jeudi, Nathalie avait posté de vagues excuses sur ses réseaux, j'ai laissé mes émotions prendre le dessus lors de ma récente rupture. J'ai dit des choses qui n'étaient pas vraies, et je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été affectés. Ce n'était pas exactement ce que je voulais, mais Tom a dit que c'était une reconnaissance de culpabilité suffisante, pour l'utiliser contre elle si elle tentait autre chose. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois depuis l'incident de l'usurpation d'identité, et je peux enfin clore ce chapitre. Environ 2 semaines après la lettre de mise en demeure, Nathalie n'a apparemment pas pu s'en empêcher. Elle a créé un énième faux profil, cette fois en se faisant passer pour un employeur potentiel, et a contacté ma sœur Brooke, qui est graphiste, pour lui proposer une offre d'emploi. Le plan, apparemment, était de faire perdre du temps à Brooke, de lui donner de faux espoirs, puis de disparaître. Sauf que Brooke a été méfiante dès le départ. L'entreprise n'avait aucune présence réelle sur le web, l'email provenait d'un compte Gmail, et le style de rédaction lui était familier. Elle a joué le jeu juste le temps de rassembler des preuves, réussissant notamment à leur faire envoyer un contrat. Les métadonnées de ce fichier montraient qu'il avait été créé directement sur l'ordinateur de Nathalie. Ce fut la goutte d'eau. Tom a déposé une plainte pour harcèlement criminel et usurpation d'identité. La police a pris l'affaire très au sérieux, surtout avec la montagne de preuves que nous avions réunies. Nathalie a été arrêtée chez ses parents. Sa mère m'a appelé en pleurant, me suppliant de retirer ma plainte. Je lui ai rappelé que ce n'était pas de mon ressort, Brooke était la victime dans cette affaire, et elle ne comptait pas en rester là. Le dossier a suivi son cours. Nathalie a été inculpée d'usurpation d'identité, de cyberharcèlement, et de harcèlement. Elle a essayé de se faire passer pour la victime au tribunal, affirmant qu'elle avait le cœur brisé et qu'elle ne pensait pas clairement, mais la juge n'a pas été dupe. Le volume astronomique de faux profils, la nature calculée de ses stratagèmes,
et le fait qu'elle ait continué malgré une mise en demeure, prouvait un comportement malveillant et répété. Elle a plaidé coupable pour éviter la prison, mais a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve, de 200 heures de travaux d'intérêt général, et d'une thérapie obligatoire. Une ordonnance restrictive l'empêche de nous contacter, ma famille ou moi, et de créer de faux profils. Elle doit également verser 5 000 € de dommages et intérêts à Brooke, pour les frais de justice et le préjudice moral. Mais voici la meilleure partie. Vous vous souvenez de ce brouillon de mail pour mon patron? Le service informatique de mon entreprise a effectué un audit, après que je l'ai signalé. Ils ont découvert qu'elle avait essayé d'accéder à ma messagerie professionnelle depuis notre ordinateur commun. Elle avait échoué, merci l'authentification à double facteur, mais les tentatives ont été dûment enregistrées. Mon entreprise a porté plainte pour tentative d'accès non autorisé à leurs systèmes informatiques. C'est un délit fédéral. Elle a réussi à négocier un plaidé coupable pour cela aussi, mais cela a ajouté une année supplémentaire à sa mise à l'épreuve. Et surtout, cela a réduit à néant toute chance pour elle de trouver un emploi dans son domaine, le marketing, car elle a désormais un casier judiciaire pour cybercriminalité. Aux dernières nouvelles, selon les rumeurs, elle travaille dans la vente au détail et vit chez ses parents. Son groupe d'amis a implosé, lorsque les documents judiciaires sont devenus publics. Sa mère l'a obligée à supprimer tous ses réseaux sociaux, comme condition non négociable pour habiter sous son toit. Elle raconte à tout le monde que j'ai ruiné sa vie pour une simple blague. Pendant ce temps, ma vie s'est considérablement améliorée. Brooke et moi sommes plus proches que jamais, liés par ce traumatisme commun. Et devinez quoi? J'ai obtenu une promotion au travail, en partie parce que mon patron a été impressionné par la façon dont j'ai géré cette faille de sécurité. Je fréquente une nouvelle fille, Amy. Elle trouve cette histoire complètement folle, mais apprécie le fait que je sache imposer des limites claires. Ma famille a d'ailleurs adopté l'expression « ne nous fais pas une Nathalie » pour désigner le fait de faire quelque chose de profondément stupide. Ce qui est ironique, c'est que si Nathalie avait simplement accepté que Brooke ne l'aimait pas, et qu'elle avait soit travaillé à améliorer cette relation, soit accepté que ça n'arriverait jamais, rien de tout cela ne se serait produit. Au lieu de cela, elle a commis de multiples délits pour prouver quoi? Que ma sœur avait des opinions? Que les membres d'une famille n'aiment pas toujours les conjoints de leurs frères et sœurs? Elle a fabriqué de toutes pièces la preuve que des gens la détestaient, puis elle en a fait une prophétie autoréalisatrice, en se comportant de manière complètement déséquilibrée. À tous ceux qui font face à une situation similaire, documentez tout. Ne rentrez pas dans le jeu de la folie. Protégez-vous simplement sur le plan légal, et faites confiance à votre famille quand ils vous disent que quelqu'un dégage de mauvaises ondes. Ils ont peut-être mis le doigt sur quelque chose de bien réel. Oh, et Nathalie, si tu lis ceci, ce qui violerait ton ordonnance restrictive, au passage, tu n'as pas tout perdu parce que ma famille parlait de toi. Tu as tout perdu parce que tu as commis des délits. De multiples délits. À plusieurs reprises. Et ce, même après qu'on t'a averti d'arrêter. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la protection, c'est un comportement criminel. Et oui, créatif était définitivement le mot juste. Créativement dérangé.